Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire de Agicap et Zelti. Merci de nous avoir attendus. On a 2 petites minutes de retard, même un petit peu plus. On s'excuse, le temps de fixer quelques petits problèmes techniques. En tout cas, bienvenue sur le webinaire. Merci à tous de vous être inscrits. Je vois que donc là, on commence à avoir pas mal de participants. On va pouvoir démarrer dans la foulée. Super. Hello. Alors juste rapidement, des petites infos par rapport à ce webinaire. Donc ce webinaire est enregistré, vous allez recevoir le replay par mail, ainsi que la documentation, puis d'autres documents que je vais utiliser par la suite. Pour ce qui est des interactions qu'on va avoir ensemble, voilà, et n'hésitez pas à utiliser la fenêtre chat, je vois que c'est déjà le cas pour pas mal, pour tout ce qui va être commentaire par rapport à la présentation. Et si vous avez des questions spécifiques, même par rapport à ce qui se dit ou par rapport à la problématique qu'on évoque, n'hésitez pas à la mettre dans la partie questions et on va toutes les traiter à la fin. En fait, on a gardé un temps pour ça. Voilà. Alors, on a notre quatrième invité qui est en route, en train de se connecter, donc il devrait pas tarder à arriver. On va avancer doucement le temps qu'il arrive. Alors, tout simplement au programme aujourd'hui. Donc, on va voir comment protéger sa trésorerie. Je vais vous donner un petit peu quelques astuces, reprendre un petit peu, replacer la trésorerie au cœur de votre stratégie, et puis surtout comment préparer votre prévisionnel. Dans une autre deuxième partie, Clément va justement nous parler un petit peu du click and collect, comment booster son activité, qu'est-ce que ça inclut aussi comme ressources, etc. Donc, on aura le temps de rentrer dans le détail. Et bien entendu, on aura des témoignages aussi de nos deux invités. Et à la fin, un temps dédié aux questions-réponses. Alors, donc, toujours pas de nouvelles de Maxime, il va, je pense, pas tarder à arriver. Alors, très rapidement, du côté des organisateurs, donc moi je suis Frédéric Bernard, je travaille en product marketing chez Agicap. Clément, je te laisse te présenter rapidement. Ah, t'es en mute, Clément. Allô, allô. Ils sont très discrets chez Zelti. Ça, c'est sûr, ils aiment pas trop ils se font un petit peu remarquer du coup, mais ok, bon, on l'a perdu, il va revenir. Eh bien, puisque on est tous les deux, Charles, est-ce que du coup tu peux nous parler de toi un petit peu? Ouais, écoute, je suis le directeur général de Blend. J'ai rejoint Blend il y a 3 ans et demi à peu près, avec comme objectif de développer en propre. D'abord, on a ouvert 3 restaurants depuis que je suis arrivé. On a commencé à ouvrir des sites dédiés à la livraison. On pourra en parler parce que dans le cadre de notre sujet, c'est d'actualité. Et, euh, et là, on est en train de se structurer pour lancer du développement en franchise. Donc, on a mis en temps d'y voir un peu plus clair avec la crise, mais on va reprendre assez rapidement ce développement. Ok, ça marche. Super. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour nous parler un petit peu voilà de tout ce que vous avez mis en place de votre côté. Du coup, Clément, maintenant que tu es de retour, Ouais, je suis revenu. Alors, j'ai parfait. coupé ma vidéo pour éviter les problèmes de connexion, mais ouais, je suis là. Ouais, ça marche, pas de souci, ouais. Toi, très rapide. Ok. Ouais, du coup, j'ai peut-être loupé la présentation. Donc, moi, je suis le cofondateur de Zelti. Donc, Zelti, solution globale pour les restaurants. Donc, ça passe par la caisse. Le click and collect, c'est un sujet qui nous préoccupe. Partie borne, livraison, fidélité. Donc, c'est l'offre digitale, la clé de voûte des chaînes de restaurants. Ok, super. Super, bah écoute, merci. Hop, moi je suis en train de rajouter du coup Maxime qui a des petites difficultés. Désolé hein, pour toutes ces complications techniques. On souffre aujourd'hui de nos qualités de connexion respectives. Hop.
Voilà, tac. Alors, on va avancer doucement sur la présentation déjà pour parler un petit peu de nos solutions respectives très rapidement avant de rentrer dans le détail. Du coup, est-ce que Clément, tu peux nous faire un point sur Zelti, votre mission, ce que vous faites un petit peu? Alors, comme je disais tout à l'heure, on a une offre digitale. Donc, on a une cible de clients qui est plutôt le multisite. Donc, on travaille avec des restaurateurs qui ont plusieurs points de vente, soit en propre, soit en franchise. On a le plaisir d'accompagner Blend et Pokawa, justement. Donc, on a créé la solution en 2014. La société existe depuis 2015. On a commencé par la brique caisse enregistreuse, qui est le point central, et sur lequel on a rajouté un certain nombre de fonctionnalités, le click and collect, fidélité, borne, etc. Aujourd'hui, on a à peu près 2000 restaurants installés partout en France. Ok, super, top. En tout cas, je vois que Zelti a déjà des adeptes, notamment Omar dans le chat. Zelti, c'est le futur, bravo. Donc top. De notre côté, Agicap, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un logiciel SaaS de gestion de trésorerie en ligne, tout simplement. En fait, nous voilà, on aide aujourd'hui plus de 2000 entrepreneurs à automatiser leur suivi de trésorerie, leur prévisionnel de trésorerie, plutôt que de le faire sur Excel. Donc, de notre côté, en fait, l'offre, elle se découpe en 3 axes. Il y a le suivi de trésorerie avec tout ce qui est synchronisation bancaire, catégorisation des flux automatisés pour avoir vraiment une vision en temps réel de votre cash disponible. Une dimension aussi prévisionnelle avec des scénarios, on y reviendra tout à l'heure, je vous montrerai rapidement. Et bien entendu, toute une partie reporting et collaboration pour placer finalement le pilotage du cash au cœur de votre stratégie. Voilà, donc on n'est pas là pour trop parler des solutions, on va surtout parler de ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité et de comment on peut agir face à ça. Alors, premièrement, je pense que l'impact de la crise, tout le monde le connaît, c'est pas la peine de revenir sur le pourquoi du comment cette crise existe et qu'est-ce que ça veut dire. Par contre, il y a 2 choses sur lesquelles on insiste beaucoup, c'est le niveau d'incertitude qui, même si on avance aujourd'hui vraiment dans le temps, pas mal de choses se décantent, on reste quand même dans une approche très très incertaine. On n'a pas assez d'infos pas assez de visibilité sur les mois qui viennent pour pouvoir prendre vraiment des décisions sûres et certaines. Donc, on insiste beaucoup aussi sur le fait que dans ces périodes d'incertitude, il faut une agilité particulière, être capable en fait de s'adapter constamment à une actualité très très impactante et qui bouge énormément. Alors, on va avoir une approche assez large pour aujourd'hui. On va rester même focus sur la partie prévisionnelle, en tout cas pour la trésorerie. Je vais vous envoyer la présentation que j'utilise ici et vous verrez, il y aura pas mal de liens pour tous les webinaires qu'on a fait où on traite beaucoup de sujets vraiment en profondeur avec la réduction des coûts, les dispositifs de financement mis en place par BPI, comment modéliser vos financements et l'impact de la crise. Donc voilà, pas mal de sujets que je vous invite à regarder pour qu'ils soient vraiment traités plus en profondeur. Alors, le premier point en fait du côté d'Agicap, ce que nous on vous suggère, c'est vraiment une démarche itérative qui va viser à protéger votre trésorerie. Et elle s'organise en 4 points. Le premier, en fait, ça va être la projection. L'anticipation où en fait on vous invite à faire plusieurs scénarios en variant tous les critères, que ce soit la durée de la crise, l'impact, on n'est pas à l'abri du deuxième vague, aussi on maîtrise pas les comportements des gens vis-à-vis des solutions qu'on met en place, je pense notamment au click and collect. Est-ce que vous allez avoir des aides, quand est-ce qu'elles arrivent, des investissements, qu'est-ce qui va se passer avec votre chiffre d'affaires, etc. Donc on vous invite à faire un maximum de projections. Je vais vous montrer un peu dans le détail juste après qu'est-ce qu'on entend par projection, qu'est-ce qu'on entend par arborescence de flux, notamment, j'embraye sur le deuxième point, en catégorisant vos flux de manière analytique. C'est hyper important à nos yeux de découper, sous-découper vos encaissements et décaissements par famille, par sous-catégorie, pour avoir en fait une vision la plus synthétique possible et en même temps la plus analytique possible. Donc, je vous ai mis aussi d'ailleurs dans le petit bouton une vidéo pour réduire vos coûts le plus facilement possible
Et notamment, je parle pas mal d'arborescence aussi dans cette petite vidéo-là. Troisième point, les financements. Là-dessus, je pense que pour beaucoup, c'est déjà bien engagé. Mais voilà, on vous invite vraiment à exploiter ces leviers qui en fait vont vous aider à clairement protéger votre trésorerie et permettre d'avoir du cash en fait disponible le plus rapidement possible en fonction des situations et de vous aider à continuer l'aventure. Dernier point, apporter un maximum de valeur, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais d'agilité, ça va être de en fait revoir votre modèle. Alors c'est toujours très facile à dire et plus difficile à faire, mais on insiste vraiment beaucoup sur le fait que voilà, vous devez modifier vos méthodes de prospection, modifier un petit peu vos méthodes de vente aussi, digitaliser. Je pense, enfin, je fais encore une fois de plus référence au click and collect. Voilà, et anticiper en fait une reprise douce, un amorçage de reprise progressif que vous avez déjà en fait intégré dans vos scénarios et finalement vous avez un coup d'avance sur ce qui se passe dans l'actualité. Alors, le prévisionnel de trésorerie, pour vous montrer un petit peu ce que j'entends par ça, je vais très rapidement basculer sur Agicap. Hop. Ok, voilà. Donc, bienvenue sur Agicap. Donc très rapidement en fait, juste pour vous éclairer un petit peu sur comment ça fonctionne, vous avez ici votre solde de trésorerie disponible. Donc en fait, ça remonte l'information de tous vos comptes bancaires en direct. Vous avez ici ce qui est passé, le réel en fait, vos vraies dépenses issues directement de nos agrégateurs bancaires qui sont branchés sur vos banques. Ici, votre partie prévisionnelle avec objectif, avec en rouge les décaissements et en vert les encaissements. Et bien entendu en bleu votre courbe de trésorerie. En dessous, donc quand je parlais d'arborescence, voilà à quoi je pensais. Donc très simplement, nous, ça va être découpé en famille d'encaissement et de décaissement. Donc là, chose qui est très importante, je vous fais la démo sur Agicap pour que ça soit plus visuel. Mais ce que je vous dis là, c'est bien entendu réalisable aussi sur Excel, si vous utilisez Excel pour piloter votre trésorerie ou d'autres logiciels. Et puis, je vous enverrai aussi l'arborescence utilisée ici en format Excel, si vous voulez la réutiliser derrière. Voilà. Alors, en fait, les encaissements, je parlais d'une certaine granularité, d'une vision la plus analytique possible. Donc, typiquement, sur vos recettes d'exploitation, votre chiffre d'affaires, découpez-le par canaux. Qu'est-ce que vous avez comme différents canaux? Donc aujourd'hui, bien entendu, l'exploitation, ça va être un peu réduit. Par contre, la livraison, voilà, vous allez pouvoir la découper en fonction des plateformes avec lesquelles vous travaillez, etc. Et bien entendu, faire un peu de place au click and collect pour finalement analyser vos sources de revenus et les différents points sur lesquels vous pouvez vous améliorer et pouvoir identifier les canaux qui ont une vraie valeur pour votre business. Pareil sur la partie décaissement, où finalement, ça va être la même chose avec vos fournisseurs. Vous allez pouvoir les découper, voir quel fournisseur prend vraiment beaucoup de place dans vos décaissements ou pas. La même chose avec vos rémunérations, etc., etc. Donc en fait, je parlais de cette vision analytique, ça va vous permettre en fait de voir très rapidement, pouvoir identifier les différentes couches de dépenses que vous avez et être capable en fait de connaître parfaitement la construction de votre business et d'où est-ce que vous arrivez à identifier exactement les sources de revenus et les sources de décaissement et potentiellement affiner ça petit à petit pour une réduction des coûts ou une optimisation des revenus. Voilà. Et alors, deuxième chose, je vous parlais de scénario. En fait, c'est quelque chose qui est très très important pour nous dans le prévisionnel de trésorerie, c'est-à-dire d'être capable en fait d'anticiper les jours à venir en termes de cash. C'est-à-dire que là, vous voyez que finalement notre courbe de trésorerie elle descend. On est sur une base en fait là le scénario qu'on utilise aujourd'hui, c'est un scénario assez réaliste avec une baisse des revenus à cause du Covid, une reprise progressive et qui sera vraiment fiable que en fin d'année. Donc là, on n'est que une vision 6 mois. Et voilà. Et puis bien entendu le click and collect qui, même s'il est limité, va prendre un petit peu le relais sur vos ventes. Donc ça, c'est un scénario parmi beaucoup d'autres. Ce que je vous conseille déjà, c'est de créer un premier scénario qui s'adapte à ce qui se passe réellement de votre côté. Et juste pour vous donner un petit exemple, on va créer un autre scénario qu'on va appeler le worst case. Pour ceux à qui ça parle, ça va être un scénario assez pessimiste.
dans le sens où en fait on va partir du principe que on va pas réussir à augmenter notre chiffre d'affaires dans les mois qui viennent. Et voilà, comme vous pouvez le voir, la partie exploitation, hop, je la mets à 0. On n'a plus aucun revenu, il y a une deuxième vague de confinement, etc. Votre établissement doit rester fermé. Il n'y a plus que le click and collect qui soutient un tout petit peu l'activité commerciale. Et encore, ça suffit vraiment pas compte tenu des charges que vous avez. Donc, bien entendu aussi, on prend en compte le remboursement de l'activité partielle que vous pouvez avoir, etc. Donc, bien toujours dans vos scénarios, avoir une approche très très conservateur, que ce soit sur les délais de remboursement, des choses comme ça, pour finalement pas avoir de mauvaises surprises et pas vous faire surprendre trop vite. Donc là, vous voyez que l'hygiène et les budgets d'hygiène vont faire qu'augmenter au fur et à mesure. Le loyer, si par exemple, dans un scénario worst case comme celui dans lequel on est tout de suite, si vous avez plus aucun chiffre d'affaires d'exploitation, je vous invite à bien entendu négocier le loyer auprès de votre bailleur pour avoir en fait un peu de cash qui se libère et des encaissements qui se réduisent. Après, on parlait de petites choses, de coupes drastiques de coûts finalement. Si vous n'avez plus aucun chiffre d'affaires, il va falloir vraiment chercher des économies très très loin. Par exemple, geler tout ce qui est cotisation en retraite et prévoyance santé. C'est-à-dire que en fait, bien entendu, ce ne sont que des reports, donc il faudra bien les intégrer dans votre prévisionnel plus large, d'intégrer le remboursement, c'est pas une annulation. Voilà, donc vous voyez que finalement, là, dans un worst case, on peut voir que la trésorerie, elle est vraiment en mauvaise phase, elle fait que reculer. Donc ça, on est sur un des pires scénarios qu'on puisse faire, mais bien entendu, on a découpé pas mal de décaissements pour essayer de limiter un peu la casse et de tenir des jours de cash le plus longtemps possible. Donc là, on voit que même en coupant un petit peu les décaissements, notre jour de cash, il a reculé. Deuxième scénario, hyper simple, ça va être le best case, où là, on va avoir une approche quand même un peu plus optimiste. On va reprendre notre scénario principal. Et c'est de dire, OK, vous êtes, je pense, pour beaucoup en phase de recherche de financement ou de demande de PGE. Là, nous, on va voir qu'est-ce que ça représente en fait sur notre trésorerie si on a un PGE qui arrive au mois de juin. Tac, donc on va rajouter 50K de PGE. Donc là, vous voyez, on a notre courbe de trésorerie qui est un petit peu mise à mal. On a le PGE qui arrive et voilà, on peut voir tout de suite l'impact que ça va avoir sur la trésorerie. Et ça, c'est un exercice que je vous recommande de faire le plus possible, c'est-à-dire en fait, ça c'est un scénario parmi des milliers de scénarios possibles, et de prendre vraiment les différentes possibilités, tenir compte de votre cash, chaque établissement est différent, chaque fonctionnement est différent, et prendre vraiment en compte tout ce que vous avez et vous projeter sur différents scénarios. Et surtout, n'évitez pas les scénarios catastrophes, ils sont tous possibles, on le sait aujourd'hui à quel point on peut être surpris. Donc voilà, on vous invite à vous projeter un maximum pour être capable d'anticiper votre trésorerie disponible et pouvoir prendre tout de suite des décisions qui potentiellement vont protéger et sécuriser votre trésorerie. Je pense par exemple au PGA. Voilà, je vais rebasculer sur la présentation. Ok, voilà, donc je vous ai mis aussi un petit récap des scénarios que j'ai utilisés si jamais vous voulez les adapter à votre cas. Dans tous les cas, voilà, je vous invite vraiment à utiliser un maximum, à vous projeter un maximum sur vos tableaux de suivi de trésorerie pour en fait une idée tout simplement des jours de cash qui vous restent et finalement comment ça se passe en fonction de chaque typologie de scénario. Alors d'un point de vue scénario, gestion de trésorerie, Charles, de ton côté, est-ce que déjà premièrement, tu peux nous dire rapidement comment, du côté de Blend Burger, vous avez été impacté par le confinement, comment vous avez réagi d'un point de vue financier avec votre trésorerie, qu'est-ce que vous avez mis en place? Ouais. Écoute, nous, on a été assez fortement impactés parce qu'on a décidé de fermer les restaurants, y compris la vente emportée et la livraison, pour laquelle on pouvait continuer l'activité à partir d'une semaine de confinement, parce qu'on avait des difficultés, notamment sur les transports, avec les équipes. C'était compliqué
d'assurer la sécurité des employés. Et du coup, on a décidé de prendre un petit peu de recul, d'essayer de comprendre un peu la situation, de nous concentrer effectivement sur la projection de la trésor, d'y voir plus clair dans tout ça, avant de réouvrir. Et donc là, on a réouvert il y a 10 jours maintenant, uniquement en livraison et en click and collect. Et on espère que ça va aller. Et par rapport à la gestion qu'on a eue sur la partie trésor, on venait de commencer notre collaboration avec Agicap. Donc jusqu'à présent, on travaillait pas mal sur Excel. Moi, j'aime bien Excel. Et j'avais envie d'essayer Agicap. On avait démarré un mois avant le début de la crise. Et en fait, ça nous a permis quand même de nous plonger assez rapidement dans le vif du sujet avec Agicap. Et on a apprécié le fait de pouvoir bénéficier de l'outil parce que c'est effectivement, comme tu l'expliquais, le fait de pouvoir modéliser les scénarios assez facilement, de pouvoir anticiper les trous de trésor, c'est quelque chose qui nous a probablement aidé. Et il y a aussi quelque chose qui est assez intéressant, c'est le fait de pouvoir, nous on a plusieurs restaurants, de pouvoir consolider la trésorerie sur l'ensemble des restaurants, de voir les effets de trésor sur l'ensemble du groupe et de pouvoir générer des reportings pour les banques, ce qui nous a aidé aussi dans l'obtention des PGE. Donc là, on est un peu comme tout le monde. Enfin, ce que tu dis sur les scénarios, c'est vrai que c'est intéressant. Après, il y a quand même quelque chose qui est indéniable, c'est que ces scénarios, ça reste de la boule de cristal. On ne sait pas quelle sauce on va être mangé, ni par le virus, ni par le gouvernement. Et on ne sait pas si on va être reconfiné. C'est difficile de savoir comment les clients vont réagir à la reprise. Donc, effectivement, le fait de pouvoir générer différents scénarios, ça permet, je ne sais pas, soit de se rassurer, soit de se faire peur en fonction. Mais en tout cas, ça permet d'anticiper. Yes, bien sûr, ouais. En effet, c'est Moi, sûr que. en tout cas, pour compléter ce que dit Charles, puisque nous aussi, on a eu un début de Covid qui était assez compliqué. Je pense que comme tout le monde, on a fait ce travail de scénario justement, et on a mis en place le worst case pour pouvoir voir effectivement combien de temps on peut arriver à tenir et ce qu'il faudrait mettre en place pour pallier ce manque de trésorerie. Mais je pense qu'effectivement, pour avoir la visibilité, c'est important de pouvoir matérialiser, donc effectivement, soit sur Excel, soit des outils comme Agicap, où c'est qu'on pourrait aller dans le pire des cas. Ouais. Oui, ça donne le fait de pouvoir projeter te donne quelque part dans le pire des cas où tu fais plus de chiffre d'affaires et où tout est arrêté jusqu'à quand tu tiens, quoi. Ce qui est Ouais. une bonne information. C'est pas très réjouissant, mais c'est une bonne information. Yes, je me permets de vous couper. On vient de récupérer Maxime qui est ici là même. Nice. Voilà, donc salut Maxime, est-ce que vous entendez, vous l'entendez correctement? Maxime, si tu peux nous… Ouais, je suis là. Hello Maxime. Salut Maxime. Ouais, je suis là. Vous m'entendez? Ouais, ça va, très bien. on t'entend bien, super. Bah, écoute, on était en train d'échanger un petit peu sur l'impact qu'a eu le confinement sur la trésorerie, puis la manière de piloter. Donc, Charles nous faisait un petit peu son retour. Est-ce que toi, tu peux nous dire, chez Pokawa, comment vous avez géré cette partie trésor avec le confinement? Ouais, nous, à partir de la mi-mars, en fait, on a décidé de fermer une partie des restaurants parce qu'on est resté ouvert que sur la base du volontariat. On ne voulait pas imposer à nos employés de venir s'ils ne le sentaient pas. Et on voulait les protéger eux et nos clients, donc c'était un peu tout le monde était un peu sous le choc au début, donc on a préféré avoir cette politique là. Du coup, on a fermé une partie des restaurants et on a directement
fait les demandes pour les PGE, donc les prêts garantis État, et là on a eu une partie qui a été décaissée cette semaine, et les autres décaissements on va les avoir la semaine prochaine et dans le mois à venir. Donc ça a mis un peu de temps, mais on a fait tout le nécessaire pour avoir ça, et on a fait aussi une partie sur le chômage partiel tout de suite. Donc ce qui nous a permis de nous recentrer sur notre métier de base, qui est la livraison, en mettant à peu près la moitié des effectifs, même plus, hein, je crois que c'était 70% des effectifs en chômage partiel. Et on a gardé du coup 30% des gens dans les restaurants qui s'occupaient uniquement des livraisons. Et voilà, donc ça c'est 2 points là pour la gestion de la trésorerie. Et après, ça c'est surtout pour le niveau bancaire. Après, au niveau des prêts, tout ça, on a bien sûr suspendu ces échéances là, pardon. Et au niveau des loyers, on a eu des reports de loyer, on a envoyé un courrier à tous les bailleurs pour demander le report et voir l'annulation dans certains cas, notamment dans les cas où les restaurants étaient fermés. Et du coup, c'est une phase de négociation, hein, c'est vraiment cas par cas. Ça dépend vraiment des bailleurs, et c'est assez compliqué d'avoir l'annulation, mais voilà, pour le moment, on a le report de tous les loyers. Donc, nous, on est contents parce qu'on n'a pas eu de coupure totale sur notre activité. On a perdu pas mal de chiffre d'affaires, donc à peu près 25% sur le mois de mars et 45% sur le mois d'avril. Mais voilà, on a quand même conservé cette présence sur le terrain, entre guillemets, et aussi sur les réseaux sociaux. Donc voilà un peu comment on a agi à la crise. Ok, ça marche. Est-ce que, du coup, d'un point de vue prévisionnel, vous aviez fait quelques scénarios? Est-ce que vos scénarios se sont rapprochés de ce qui s'est passé réellement, ou est-ce que vous en faites encore, j'imagine? Ouais, les scénarios, on en a fait, forcément. En fait, ça nous a pas mal aidé parce qu'au début, on travaillait beaucoup sur Excel. C'était un peu laborieux. Et après, on est passé avec Agicap sur quelque chose de beaucoup plus fin, et le modèle était plus intéressant. Donc on a modélisé un peu les différents cas là, comme je disais avant, le worst case, tout ça. Donc ça nous a permis un peu de rebondir sur nos et de prévenir avant de guérir, entre guillemets. Donc ça c'était pas mal. Et après, ce qui se passe, c'est que nous, on a été un peu moins touchés quand même que la restauration traditionnelle, parce que c'est de la restauration rapide, on fait pas mal de livraisons. Donc avec ça, plus les différents scénarios qu'on a pu faire sur Agicap, on le vit pas trop mal, cette crise, ou du moins on le vit mieux que d'autres. Et puis il faut être clair, il y a beaucoup d'opportunités qui vont se créer avec ça. Sur tous les plans, moi j'en vois énormément, et pour moi la plus grosse opportunité, ça va être la démocratisation, entre guillemets, du click and collect, de la livraison, et ce genre de choses, en fait. Le passage au 100% digital, entre guillemets, va être accéléré, et ça joue clairement en notre faveur, qui avons pris ce parti pris depuis déjà plus d'1 an. Donc voilà. Yes, complètement. En effet, la digitalisation, c'est un des c'est un des bons résultats de tout ce confinement et toute cette crise finalement. J'allais embrayer sur la partie. Si ce n'est quand même, attends juste Fred et Maxime, je trouve qu'effectivement il va y avoir c'est sûr qu'il va y avoir un développement et probablement un changement un peu durable des habitudes de consommation. Je pense que les gens vont mettre du temps à revenir dans les restaurants comme ils le faisaient avant. Et effectivement, ça bénéficie beaucoup à la livraison et au click and collect. Moi, l'inconvénient que je vois à ça, c'est quand même le fait que quand on fait de la livraison, c'est ce que dit, je crois qu'il y a un chat là-dessus, qu'on va perdre de la marge, quoi. Parce que nous, on faisait pas mal de livraisons. Là, de convertir, on pense qu'on va récupérer une partie des ventes qu'on faisait sur place et en to-go en livraison, mais en perdant malheureusement les commissions liées aux plateformes, quoi. Alors, je pense que comme pour toi, Maxime, on a des conditions qui sont probablement… on arrive à négocier des conditions auprès des plateformes qui sont intéressantes. Nous, on est passé en exclusivité avec Uber Eats, notamment pour ça, pour pouvoir limiter le
le coût aussi de la livraison, mais ça reste un sujet quand même. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Après, moi, je vois deux réponses à ça. C'est la première, Augmenter les prix. travailler sa carte sur Deliveroo et sur Uber Eats pour faire l'upsale et augmenter son panier moyen. Et la deuxième chose, c'est bien sûr adapter ses prix. Et pour moi, il faut clairement avoir un markup sur le pricing livraison au moins de 15 à 20 points parce que sinon, on s'en sort pas. Ouais. Nous, c'est ce qu'on a. On met 15 points. Après, tu as toujours la frontière fatidique où tu te dis que si tu augmentes trop ton prix, tu vas impacter ton volume. Et voilà. Après, la question se pose peut-être moins effectivement dans ce contexte où les gens ont plus tellement d'alternatives, enfin les clients ont plus tellement d'alternatives et doivent, enfin s'ils veulent consommer quelque chose qui sort pas de leur casserole, ils doivent passer par les plateformes. Exactement. Ouais, j'ai l'impression que l'objection prix, enfin augmentation de prix sur les plateformes est moins vraie en ce moment. Ouais. Et effectivement, et après, il y a la solution Click and Collect. Et là, nous, on avait mis ça en place depuis un petit moment. On est client Zelti et on est très content d'ailleurs de Zelti. Et on avait mis en place le Click and Collect depuis un moment. Et là, on communique autour. On essaye de convertir des habitués au Click and Collect. La première semaine, donc c'était la semaine du 15 mars, là, on est resté ouvert en livraison et uniquement click and collect. En fait, on faisait plus les ventes à emporter, on ne les prenait qu'en click and collect pour éviter les échanges de cash. Et les gens, j'ai l'impression, se mettent assez bien, arrivent à switcher assez facilement. Okay. Mais justement, j'ai une question, Charles et Maxime. Est-ce que vous avez vu une grosse différence sur l'utilisation du click and collect avant par rapport au mode de consommation habituel et pendant le confinement? Personnellement, chez Blend en tout cas, je pense qu'on n'a pas encore. Alors, je pense que pendant le confinement, ça n'a pas changé grand-chose parce que de toute façon, les gens bougeaient pas trop de chez eux. Après, je pense que ça va être intéressant de voir comment ça évolue dans les semaines qui viennent. Là, parce que là, les gens peuvent sortir. Donc, moi, je m'attends à ce que ça augmente. Il faut qu'on communique autour. Il faut qu'on arrive à expliquer à nos clients que c'est une façon facile de commander. Et même avant le Covid, moi, je suis convaincu que le Click and Collect a un vrai plus pour le client. C'est-à-dire que tu commandes depuis ton bureau, tu fais ton petit trajet, tu n'attends pas au resto, tu n'as pas à sortir ta carte, machin, etc. C'est un énorme gain de temps pour le client et pour le resto, parce qu'au resto, tu n'as pas à gérer la prise de commande, à attendre que le client retrouve ses tickets resto, etc. Enfin, c'est vraiment, je trouve qu'il y a un usage qui est très pratique. Des plateformes de livraison, pour le coup. Et tu n'as pas les mêmes conditions que les plateformes de livraison. Ouais. Ok. Et toi, Maxime, du coup, tu es resté ouvert tout le temps du confinement. Est-ce que tu as vu un impact? Nous, en fait, au début, on avait le droit légalement d'être ouvert en emporté. Mais bon, vu comment le gouvernement a monté un peu le crâne de tout le monde était dans la psychose, donc emporter, c'était impossible. Ouais, ils étaient vérifiés, les clients aussi. Donc, on a dû attendre que ça passe un peu. Et maintenant, ça va mieux. Nous, on a revu. De toute façon, on le voit en termes de requêtes Google. On voit que le terme click and collect qui explosé en termes de recherche depuis début mars. Donc, c'est qu'il y a eu une vraie prise de conscience de ce guillemets qui n'est pas si nouveau que ça, mais qui s'est vraiment démocratisé avec c'est une bonne chose. Et nous, en marginal, au click and collect, on n'a jamais vraiment communiqué dessus. On était un peu entre tiraillés, entre voilà, faut se mettre sur click and collect, mais c'est pas
parce que finalement, genre, le contact humain, les gens au restaurant, ils aiment ça. Voilà, faire sa petite queue tous les midis, ça permet de discuter un petit peu, ça fait passer le temps. Moi, j'étais plus convaincu que des avantages, hein, comme tu as dit juste avant, du client collect qui sont très très clairs. C'est hyper gagnant-gagnant en fait, ce canal de vente, parce que tu dis, donc tu n'as pas d'attente. La marque a ta commande en avance, donc c'est clairement, il n'y a plus de prise de commande, le panier moyen, normalement, il est un peu plus élevé, et puis tu travailles bien ta carte sur le site. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant de tous les côtés. Et en fait, ce qui est bien, c'est que tu peux encore pousser cette contrepartie avec ton client, parce que vu que tu gagnes beaucoup de temps sur la prise de commande, tu as un panier moyen qui est plus élevé, tu n'as pas de commission. Ces trois facteurs-là font que tu peux derrière faire un système de cashback, un système intéressant de produits offerts si tu passes en click and collect, un vrai programme fidélité où le client est vraiment gagnant et le call to action permet de convertir un client qui était hier sur place emporté classique vers ce modèle-là, même si c'est pas un digital native. Et du coup, moi je vois vraiment, pour moi c'est l'avenir, le click and collect, c'est vraiment faut se mettre à fond dessus, et j'arrête pas de le marteler partout où je passe et à tous mes partenaires. Pour moi, c'est livraison, click and collect et commande borne, donc kiosque. C'est les trois piliers de la restauration rapide de demain. Ouais, Toi, Maxime, t'es en exclu ou t'es en multiplateforme? Non, moi je suis pas du tout d'exclu. D'accord, ok. Vraiment exclu. Ok. Mais on est obligé de comparer constamment, et moi je fais le même cheminement de pensée entre guillemets qu'un fournisseur, hein, parce que les plateformes pour moi c'est des fournisseurs de clients en fait. Hein. Donc c'est comme si voilà, on a un fournisseur de saumon A et un fournisseur de saumon B. Si on n'en garde que un, c'est très très dangereux. Parce qu'on est à sa merci entre guillemets. Ouais. Et s'ils décident d'augmenter les prix, on en a qu'un, donc on peut travailler. Et voilà, c'est un peu la stratégie qu'on a. On les met toujours en concurrence. Ouais, nous on a été longtemps en exclu avec Deliveroo. On est sorti de l'exclu l'année dernière en début d'année, et on était content du travail qu'on a fait avec Uber. Et là, on est passé sur une exclu avec Uber Eats. Et so far, ça se passe bien. Je pense que ça tombait plutôt bien que ça tombe en ce moment, parce que justement, je pense que les consommateurs qui étaient habitués à une plateforme avant le confinement ont peut-être élargi un peu leurs horizons avec le confinement, vu l'offre limitée qu'il y avait sur les plateformes, quoi. En tout cas, pour le moment, la reprise en exclu, nous, se passe plutôt bien. Après, par exemple, l'exclusivité, la question se pose, ne serait-ce qu'au niveau du click and collect proposé par les plateformes. Deliveroo refuse qu'on pratique des prix un peu plus élevés en click and collect, et Uber Eats l'autorise. D'accord. Donc, d'ailleurs, à propos de click and collect, je vois le temps qui passe, on va laisser Clément aborder justement cette partie-là. Puis de toute façon, il y a un moment juste pour les questions-réponses, donc on pourra revenir à tout ça juste après. Je pense que ça apportera pas mal de précisions sur le fonctionnement aussi. Et comme ça, on pourra voir aussi votre avis là-dessus plus précisément juste après. Clément, je te laisse prendre la main. Ouais, alors pour nous, le click and collect, c'est quelque chose qu'on propose depuis le début chez Zelti, mais c'est vrai qu'on a eu une grosse demande depuis le début du confinement. On a fait même une offre qu'on a appelée la ligne de vie, puisqu'on a offert pendant un mois le click and collect pour tous les nouveaux clients, ou pas d'ailleurs, puisque on n'est pas obligé d'être client Zelti pour utiliser notre système de click and collect. Je pense à ça, puisqu'il y avait des questions qui sont passées aussi sur ça. Ça permet effectivement de booster le panier moyen. Ça permet tout simplement de pouvoir réouvrir ou rester ouvert dans cette conjoncture qui est très très compliquée. Pour info aussi, je fais le point parce qu'il y a eu pas mal de questions sur ça. Ça marche sur tous les secteurs d'activité de la restauration et métiers de bouche. Donc on a fait aussi des boulangeries.
Ça permet aussi de conserver sa base de données client, ce qui est super important, puisque, comme le disait Maxime tout à l'heure, c'est beaucoup de communication, notamment sur les réseaux sociaux, qui permet de continuer à vendre et à se faire connaître, être vu. Ah, on a perdu le petit. Ça coupe assez régulièrement de Clément, j'ai cru comprendre. Il devrait être là dans 10 secondes. Il se reconnecte vite. Ouais. Ouais. Je suis là. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions du coup par rapport à ça. Ouais, n'hésitez pas, si vous avez des questions à ce sujet, mettez-les dans la colonne questions. Je vais les reprendre à la fin de la présentation de Clément. Comme ça, elles seront traitées les unes après les autres. En tout cas, le dernier point que j'ai évoqué, c'était la communication avec ses clients qui est super importante. Charles parlait aussi, hein, il faisait beaucoup de communication pour lancer ou pour booster la partie click and collect. Donc ça, c'est un des éléments clés en ce moment. Ok. Clément, tu es toujours avec nous? Ouais, je suis là. Ok. Ça marche. Je te laisse continuer sur ta présentation en attendant qu'on traite les questions. Ouais, alors rapidement, nous, on a une solution multicanal. On est très focus multisite. Donc, on gère la partie click and collect, dans la partie caisse, réservation en ligne, fidélité CRM. Donc, capitaliser sur sa base client, c'est super important. Et ensuite, on a mis un exemple de ce qu'on peut proposer en digital. Toute la partie web, click and collect, livraison, réservation, qui arrive sur un seul point et qui est ou livré ou le client vient chercher dans le restaurant. Et avant le confinement, le client peut manger sur place, y compris grâce ou à la réservation en ligne ou la commande en ligne. Voilà, pour moi, c'est bon. Ok. Est-ce que du coup, que ce soit Charles ou Maxime, est-ce que vous avez encore du coup quelque chose à ajouter sur cette partie click and collect avant qu'on traite les questions une par une? Moi, je peux ajouter le fait que, on était sur Zelti, on ne faisait pas le click and collect. On a commencé le click and collect il y a, je sais pas, il y a 6-8 mois. Et ça a été assez facile à mettre en place. Alors, on était déjà assez rodé sur la partie livraison. On fait pas mal de business en livraison. Donc, tous les process en cuisine sont assez proches puisque c'est le même packaging. Ça se rapproche beaucoup. Après, la mise en place du click and collect sur notre site, etc., ça s'est fait assez facilement. Oui, moi je voulais juste rajouter une chose. Nous, notre click and collect au début, il n'était pas efficace parce que le canal, le parcours client était mauvais. Il y avait trop de clics, il y avait trop d'étapes en fait. Et voilà, je voulais juste préciser que s'il y a des restaurateurs qui veulent se mettre au click and collect, il ne faut pas le faire n'importe comment. Il faut vraiment optimiser le parcours client et que ce soit le plus efficace possible. Un peu à l'image d'un Deliveroo en fait. Hein. Typiquement, on passe une commande une fois, faut pouvoir, dans l'idéal, pouvoir repasser en 2 clics la dernière commande qu'on a passée, ce genre de choses. Parce que s'il y a trop d'étapes, les gens ils risquent d'abandonner tout simplement, et ça fait des ventes en moins, tout simplement. Ouais, complètement. En fait, on vient se frotter aux contraintes du digital finalement, qui est un vrai métier à part, et c'est là où le conseil aussi peut avoir sa place. Ok, du coup, on va reprendre un petit peu les questions. Je vois qu'il y en a eu pas mal. Alors, certaines, quel canal de com à privilégier pour booster click and collect et livraison? C'est assez classique, je sais pas. Ouais. Vas-y, Oui, Cabretti.
Pour moi, c'est majoritairement les réseaux sociaux. Ouais. C'est vraiment ce qui touche le plus de monde. Travailler cette communauté-là, c'est super important. Et après, le click and collect vous apporte de la donnée client aussi, donc ça vous permet de communiquer après. Ouais, moi je suis assez d'accord avec ça, les réseaux sociaux. Nous, le click and collect, on communiquait aussi en restaurant avec nos clients habitués qui venaient manger sur place ou qui venaient emporter, qui avaient l'habitude de venir emporter. Parce que, comme tu le disais, Maxime, l'idée c'est de pouvoir reproduire ses commandes, de pouvoir faire ce genre de choses. Une fois que l'habitude est prise, en fait, c'est très facile pour le client de revenir une fois qu'il a compris comment ça fonctionnait, qu'il s'est inscrit. En fait, c'est assez indolore, quoi. Yes. Et du coup, alors là, une question de Catherine. Pensez-vous que cette solution click and collect aussi efficace en ville qu'à la campagne, en fonction du coup avec une densité de population différente? Alors, nous, on a un retour d'expérience pour ça, puisqu'on a des clients un peu partout en France. Ah, dommage. Peut-être en attendant, Charles ou Maxime, je ne sais pas si de votre côté, vous avez des établissements à des endroits vraiment différents en termes de densité. Non, nous, on n'est que dans Paris. Alors, peut-être que toi, Maxime, c'est un peu plus large, mais nous, c'est Paris. Ouais, on en a. Nous, on est dans plusieurs villes en France. On le voit quand même que en province, les gens sont beaucoup plus attachés au surplace. Hein. Donc, en plus, c'est un peu à l'ancienne, en fait. Donc, je pense que on peut s'y attendre. Faut vraiment prendre le temps de leur expliquer, limite faire la démarche avec eux et simplifier ce canal de vente, puisque sinon, en province, ça va prendre 2-3 ans de plus qu'à Paris ou dans les grandes villes. Alors après, ouais, il y a les grandes villes de province. Pour nous, on a des clients qui tournent très très bien en click and collect. Hein. Mais effectivement, c'est. Je pense que c'est parce qu'ils ont bien travaillé leur click and collect. Mais t'as qui en tête? Ça m'intéresse de voir comment ils s'y prennent. Alors, typiquement, nous, on a un client Speed Burger qui était pas forcément en forme avant le confinement. Et ils ont fait plus de CA sur cette partie-là pendant le confinement parce que finalement, ils avaient très peu de concurrence. Surtout au début, où il y a beaucoup de restaurateurs comme vous, comme toi, Charles, qui ont fermé au début pour des raisons sanitaires, parce qu'on ne sait pas si on aura le droit à des aides ou non, etc. Du coup, il y en a plein qui sont retirés des plateformes. Et du coup, les acteurs historiques, ou en tout cas bien implantés, ont su tirer leur épingle du jeu. C'est clair que moi, tous les échos que j'ai de restaurateurs qui sont restés ouverts pendant le confinement, ils se sont fait cartonner à la fois en livraison et en click and collect, quoi. Enfin, moi, j'ai un pote qui me disait que c'était le confinement, ça avait été la période la plus faste de l'histoire de son resto, quoi. Ouais. Ouais, on a des clients dans le sushi aussi où au début du confinement, ils ont fait énormément de CA, ouais, c'est sûr. Et après, c'est vrai que je crois que j'en avais discuté avec Uber Eats, mais les mecs me disaient que sur les plateformes, il y avait entre 20 et 25%, il ne restait plus que 20 à 25% des restos qui étaient on, quoi. Et tout le reste était fermé. Donc forcément, ça concentre quand même pas mal la demande. Et je pense que assez vite, les gens ont ras-le-bol de manger des pâtes. Ouais. Et du coup, voilà, avec de l'huile. Et du coup, forcément, ça leur a bénéficié. Ouais. Après, là, de ce que j'entends en ce moment, c'est que le rythme revient à peu près à des rythmes comparables à ce qu'il y avait pré-confinement sur la livraison, sur le marché au global, quoi. Ok. Alors, je remonte un petit peu dans les questions. D'un point de vue livraison,
tac, tac, tac. Donc, on a des questions sur comment mettons en place un click and collect. Donc, Julia, ça, je vous invite à vous rapprocher de Zelti pour toutes ces questions. Je pense qu'ils pourront vous aider. Alors, Sachant qu'on peut le mettre en place très, très rapidement. Hein. Yes, bah voilà, parfait. Julia, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et une question d'Elisa, quelle est la meilleure stratégie selon vous pour la livraison exclue avec une seule plateforme et du coup comme réduite mais moins de reach ou pas d'exclus? C'est ce qu'on disait avec Maxime. Hein. Lui, il est multiplateforme. Nous, on est exclus. Je pense que la clé, de toutes les façons, c'est effectivement de rester à l'écoute de ce qui se passe sur le marché et de pouvoir être agile s'il y a besoin. Enfin, nous, on a choisi l'exclu parce qu'on a des bonnes conditions, parce qu'on pense que c'est un mode de partenariat qui nous permettra de concentrer notre com, d'accélérer notre développement sur ce sujet-là. On a été en multiplateforme pendant 1 an et demi. Je ne pense pas qu'il y ait de vérité sur le sujet. Il faut bien travailler le partenariat, en fait. Bien sûr. Maxime, quelque chose à ajouter là-dessus? Non, je suis d'accord. Je pense qu'il faut bien. Si on prend le parti d'être en exclusivité, il faut vraiment pousser au maximum la négociation, demander avant de signer l'exclu, les contreparties, et négocier un maximum de mise en avant, un plan de com sur l'année, quitte que être tout le temps en bannière, c'est ce genre de choses. C'est exactement ça. Parce que faut demander des contreparties financières fortes, parce que l'exclusivité, c'est une vraie. En fait, ils se font la guerre avec ça. Hein. Ils veulent les meilleurs marques en exclusivité, et c'est comme ça qu'ils vont gagner. Soit l'un, soit l'autre. Donc voilà. Et après, ils sont vraiment. Moi, je comprends ceux qui sont en exclusivité. Hein, en termes de rentabilité, c'est beaucoup mieux. Mais voilà, ça dépend ce qu'on recherche en fait. Soit plus la rentabilité ou plus le volume. Je pense. Ouais, bien entendu, ouais. Ok, ça marche. Et alors là, une question peut-être sûrement ou plus pour Clément. Pensez-vous que le Click and Collect fonctionne pour toutes les offres alimentaires, plus précisément pour la boulangerie-pâtisserie hors snacking? Je n'ai pas eu d'exemple autour de moi. Question de Habiba. Moi, j'ai des exemples de boulangeries qui ont fonctionné en Click and Collect et ça marchait. Ok, donc finalement, c'est assez large sur les sous-secteurs. Ouais. Ok, ça marche. Bon, Clément nous... À chaque fois, je me déconnecte quand les questions sont pour moi. Oui, juste, on travaille effectivement avec des chaînes de boulangerie. Là, on lance le Click and Collect avec Thierry Marx, la boulangerie notamment, mais on en a un peu partout en France. Donc, ça marche sans aucun problème. Et en plus, ça permet d'avoir une gamme qui change en snacking, surtout en province, typiquement. Ça peut avoir un gros impact. Ok. Du coup, question pour Maxime. Quelle est votre interface pour Click and Collect sur votre site? On l'a fait avec Zelti. Et on l'a fait intégrer par notre agence qui s'appelle Cimer Agency, qui fait notre marque, notre com et qui nous accompagne sur tout le digital depuis le début. Ok, voilà. En gros, pour préciser sur les intégrations, nous, on a un module qui est tout prêt, qu'on peut personnaliser, qui est compatible avec n'importe quel site web. Après, si le travail est bien fait sur le site en amont pour accompagner le client jusqu'au Click and Collect, c'est toujours mieux et on gagne des étapes. Ok, ça marche. Alors, je vois l'heure qui passe. Il y a encore pas mal de questions. Bon, beaucoup de questions qui se ressemblent sur la communication à avoir, etc. Je pense qu'on en a traité une majeure partie, voire quasi l'intégralité. Ok, donc je pense qu'on va doucement se tourner vers une fin du webinaire. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, que ce soit Clément, Maxime ou Charles? Non, mais écoutez, c'était un plaisir de partager ces petites expériences avec toi et avec vous. Ouais. Et puis, voilà, on espère tous que l'ensemble des participants vont réussir à tirer leur épingle du jeu dans ce contexte qui est quand même un peu compliqué. Et puis,
Et puis, on souhaite à tout le monde bonne chance, quoi. Ouais, absolument. Bah, écoute, merci beaucoup, Charles. J'en profite pour parler aussi de Cashisking, qui est une communauté en fait qu'on a mis à disposition sur Slack, en fait, qui est gratuite et accessible par tous. C'est vraiment une communauté d'entraide sur laquelle vous pouvez poser vos questions si vous en avez encore, partager vos expériences que vous avez pu avoir avec différentes solutions, que ce soit Agicap avec Zelti ou autre, ou même entre restaurateurs, échanger, donner un petit peu vos bons plans et puis aussi partager vos problèmes. Hein. Voilà, donc Mickaël a mis le lien dans le chat si jamais ça vous intéresse pour vraiment voilà, échanger avec d'autres personnes qui sont sûrement dans la même situation que vous finalement. Et voilà, Omar qui dit ne pas subir et bon courage à tous, tout à fait. Voilà, je pense que c'est un petit peu ce que j'aurais pu dire comme mot de la fin. C'était très clair. Merci Omar. Voilà, si jamais vous avez quelque chose, un petit mot d'encouragement, Clément, Maxime. Ouais, nous, en tout cas, ce qui est très, très positif, c'est que on avait à peu près 20% de nos clients qui étaient ouverts au début du confinement. Là, on est quasiment à 60%, donc c'est plutôt positif. On a plein de restaurateurs aussi traditionnels qui ne faisaient pas du tout de vente à emporter, qui se sont réinventés, qui sont mis à la livraison, qui ont replacé les plats pour pouvoir les livrer, faire du click and collect. D'autres qui sont repensés en cavistes aussi. Donc, plein d'initiatives et je trouve que encore une fois, c'est très très positif. Exactement, c'est ça. Rester le plus agile possible et puis on va s'en sortir. L'intelligence collective primera, on pense en tout cas. En tout cas, merci à tous. Merci Charles, merci Clément, merci Maxime. Et merci à tous Salut Fred. Le webinaire et puis à très bientôt et bon courage. Ouais, bon courage à tous. Merci à tous. Ouais, bon Salut. courage. Bye. Au revoir.